Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 447 du podcast Jeune Actuel. Un matin très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ça va vite et ça va aller encore plus vite d'ailleurs avec la reprise des podcasts draft. Là, les chiffres vont se mettre à tourner, on va vite approcher du 500. Raphaël Masmejean est avec moi, bonjour Raphaël. Salut à tous. Lucas Vola est là, bonjour Lucas. Salut tout le monde, salut messieurs. Je suis ravi d'être avec vous encore une fois cette semaine pour dire des choses qui dans une semaine seront complètement caduques. Exactement, c'est vrai que là on a été particulièrement servi cette semaine, celle-là elle a été dure. Mais j'ai relevé des trucs qui devraient te faire plaisir Lucas, spécialement pour toi dans mes notes. J'ai hâte. Cette émission qui vous est proposée par notre partenaire JD Sport. D'ailleurs, avec les fêtes de Noël qui approchent, profitez de la collection spéciale Noël de JD Sport pour trouver les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements, chaussures et accessoires. Et n'oubliez pas qu'aussi, il y a des maillots et des casquettes NFL, notamment chez JD Sport, qui est un de nos nouveaux partenaires cette année. Vous avez tous les liens dans l'article du podcast sur le site. Messieurs, on l'a un peu évoqué, des surprises dans tous les sens cette semaine. Une NFL plus incertaine que jamais. On se plonge tout de suite dans ce qui s'est passé en semaine 9 avec un petit jingle libre de droit pour rendre un dernier hommage à cette collaboration entre les Browns et Odell Beckham. Mayfield on a fake flip to Beckham and he gets away. Now Beckham has room to run. Odell Beckham cuts back. Odell Beckham Jr. all the way. Touchdown Cleveland. On remercie encore une fois, on l'avait déjà utilisé ce jingle, mais on remercie les œuvres du domaine public, bien sûr, qui nous permettent d'éviter la SACEM. Et Odell Beckham Jr., donc, qui n'est plus un membre des Cleveland Browns au moment où on enregistre. On ne sait pas où il est et on ne devrait pas le savoir d'ailleurs pendant l'enregistrement, puisque c'est mardi 22h, normalement, la fin du waiver. Donc, on devrait avoir la réponse vers cet horaire-là. Mais en tout cas, c'est bien fini entre Cleveland et Odell Beckham. On en parlera probablement jeudi, puisqu'on saura avec qui il a signé. On commence surtout avec les matchs. Les Rams 16, les Titans 28, 5 sacs, 2 interceptions et simplement 16 points pour la terrifiante attaque des Rams. Et tu vois, j'avais dit que j'avais des choses pour toi, Lucas. Énorme sortie défensive des Titans. Toi qui fais la promo de cette défense depuis des semaines, tu as dû te régaler. Exactement. Je suis ravi que tu le dises parce que c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que je dis qu'elle est sous-cotée. Et là, vraiment, elle a explosé aux yeux du monde. Alors, justement, je pense qu'elle était un petit peu quand même en sur-régime. J'ai du mal à les imaginer faire ça toutes les semaines. Mais quand même, il y a quand même des joueurs incroyables dans cette défense. On parlait déjà de Kevin Byard, on avait parlé d'Harold Landry. Jeffrey Simmons fait une première mi-temps magnifique. Il y a vraiment des super joueurs dans cette défense et elle est capable de sortir des performances comme celle-ci. Je vais dire que même moi, j'étais un peu surpris que ça soit aussi fort. Mais c'est vrai qu'elle était sous-cotée et maintenant, je pense qu'elle ne le sera plus. C'est quoi la force qui se dégage? C'est des individualités ou c'est le système qui commence à fonctionner? Pour moi, le système est très bon. Et dans ce système-là, il y a des individualités qui peuvent ressortir. Et c'est sûr que ce ne sont pas des joueurs auxquels on pense directement. Jeffrey Simmons, il a été drafté récemment, il est en progression. Kevin Byard, il a beaucoup d'interceptions, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas énormément. Mais dans ce système-là de Mike Vrabel, et on va peut-être en parler, ces joueurs-là arrivent à exploser et ça donne une défense qui est en progression. Clairement, ils ont mis Matt Stafford sous pression sur 28% de ses tentatives. Jeffrey Simmons a 3 sacs et 6 pressions. On savait que c'était un joueur très talentueux. Je ne sais plus s'il venait pas avec des problèmes de blessure qu'il avait fait descendre dans la draft ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, un joueur très talentueux. Ils ont quasiment transformé Matt Stafford en Carson Wentz / Jameis Winston, qui s'est mis à faire des loopings avec le ballon dans sa propre end zone, à lancer n'importe comment, etc. Raphaël, c'est vrai que c'est convaincant. Oui, c'est assez convaincant comme prestation, difficile de dire le contraire. Je crois qu'effectivement, faut noter quand même au-delà du système. Alors, c'est pas pour aller du coup à l'inverse en disant que c'est les joueurs qui sont en train d'exploser, mais
il y a malgré tout, il y a une progression qui est en train d'arriver chez pas mal de leurs joueurs de troisième année, notamment. Donc, on parlait de Jeffrey Simmons sur la ligne, l'intérieur de la ligne défensive. On peut aussi parler du safety Hooker, Amani, de son prénom, qui est en troisième année et qui, pareil, est en train de réaliser une très, très grosse saison. Au point que actuellement, je me demande si la paire de safety Kevin Byard, Amani Hooker est pas la meilleure de la ligue, ou en tout cas une des toutes meilleures, hein, vu les prestations qu'ils sont en train d'enchaîner. Donc voilà, ils ont plusieurs. Il y a aussi au poste de linebacker Brown, ils ont plusieurs joueurs de la classe, notamment de la classe draft 2019, qui sont en train d'arriver à maturité au bout de 3 ans. Et je pense que ça, plus le système qui finalement continue à être en place depuis un petit moment, avec des joueurs qui arrivent à maturité dans ce même système, bah, peut-être que toutes les pièces sont en train de s'emboîter. Moi, j'étais un peu sceptique sur les arrivées de vétérans, Dupree, Denico Autry, Jack Rabbit, notre ami Jack Rabbit, Janory Jenkins. J'étais un peu sceptique, mais malgré tout, ils apportent leur expérience dans la ligue. C'est quand même des joueurs qui en sont à quasiment 7, 8, 9 saisons dans la ligue, qui sont peut-être pas des grandes stars, mais qui voilà, apportent cette régularité, cette solidité. Donc, ouais, je trouve qu'en fait, toutes les pièces sont en train de s'emboîter, à la fois le système, à la fois la progression individuelle. Tout est en train de prendre une belle tournure. Comme Lucas, je ne pense pas qu'ils aient ce niveau-là sur tous les matchs de la saison. Maintenant, ils n'ont pas non plus besoin de l'avoir forcément sur tout le niveau de la saison si l'attaque fonctionne aussi. Donc, Moi, je suis content, je suis un peu entre les deux parce que j'étais confiant dans la défense des Titans au début de la saison et on avait un peu ri de moi dans les previews, je me souviens. On m'avait dit oui, ils se sont affaiblis, etc. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, je ne m'y attendais pas autant. Mais Jeffrey Simmons, c'est quand même vraiment en train de devenir un sacré joueur là, avec ses 3 sacs et puis il a une présence sur la ligne qui est assez terrifiante. J'ai vu Lucas faire la moue au niveau de l'attaque. C'est vrai que pour l'instant, il gagne grâce à la défense, ce qui n'était pas forcément attendu. Et l'attaque, pour le coup, elle est poussive. Ils font, je crois, moins de 200 yards sur ce match. Franchement, c'est poussif. Forcément, il manque Henry. Il faut se réadapter. AJ Brown ne fait pas un grand match. Il a 2 drops qui tuent des drives sur des troisièmes tentatives qui sont difficiles pour cette attaque. Je trouve que cette attaque, elle a été très moyenne et c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, ils gagnent grâce à cette défense. Après, tant mieux. Il va falloir qu'ils trouvent des moyens de gagner sans Henry. Ils sont en train d'en trouver. Et cette défense, elle ne fera peut-être pas des matchs tout le temps comme ça, mais cette attaque ne fera peut-être aussi pas des matchs tout le temps comme ça. Maintenant, on parlait de Julio Jones jeudi, Alain. J'ai trouvé qu'il a été un petit peu meilleur que ce qu'on a vu, même s'il a été un petit peu discret. Donc il va falloir que cette attaque soit quand même meilleure parce que Raph l'a dit et je suis assez d'accord. Ils ne vont certainement pas faire des performances défensives comme celle-ci toutes les semaines. Donc l'attaque va devoir être un petit peu meilleure. Mais bon, cette victoire, elle est prise et puis on passe à autre chose. Donc c'est bien, quoi. Oui, 194 yards seulement en attaque. En effet, j'espère que ça ne va pas leur arriver toutes les semaines, Raphaël. Non. Après, comme a commencé à le dire Lucas, c'est aussi le premier match, le début de la vie, j'ai envie de dire, sur Derrick Henry. Il faut aussi s'y adapter malgré tout. Jusque-là, sur ce début de saison, leur attaque leur avait fait aussi gagner des matchs. Alors certes avec Henry, mais je pense que voilà, ils sont capables de trouver peut-être pas un remplaçant et pas avoir le même rendement, mais disons que la prestation là m'a pas inquiété outre mesure face à une défense des Rams qui est aussi quand même malgré tout costaud et ils ont de l'avance en AFC Sud. Enfin, bon, je pense qu'il y a le temps de se roder, quoi. Leurs 3 coureurs sur ce match, c'est Donta Foreman, Jeremy McNichols et Adrian Peterson. Foreman et Peterson, c'est signé dans la semaine. Hein. C'est des mecs qui sont arrivés vraiment au dernier moment. Donc, en effet, il pourrait leur falloir un petit peu de temps. Du côté des Rams, juste, je me demandais, parce qu'il y a cette interception de Matt Stafford alors qu'il est à 2 doigts de prendre un safety et qu'il la balance n'importe comment. Est-ce qu'il y a un pari entre les quarterbacks, genre le premier qui prend un safety a un gage et que du coup, les mecs sont en panique dès qu'il y a un truc dans la end zone? Parce que... C'est vrai que des fois, il y a des décisions. Alors, bien sûr, on n'est pas quarterback, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, mais il y a des décisions qui sont un petit peu surprenantes. Surtout que, bon, alors là, ils ont montré le ralenti, ça n'aurait pas été un safety parce que le forward progresse. Mais bon, c'est vrai qu'on pouvait s'imaginer qu'il avait un safety, mais comme on dit, et comme on l'a dit la semaine dernière, des fois, un safety, c'est peut-être mieux que cette interception. Il y a aussi des fois des sacs, on en parlera peut-être, mais Josh Allen qui évite un sac et qui envoie une interception, des fois, c'est des décisions un peu compliquées. Tu te rends compte, tu as vu, Raphaël, il arrive dans l'émission cette année et il insinue que depuis notre canapé, on n'est pas capable de juger ce que c'est d'avoir un mec de 130 kilos qui te fonce dessus devant 80 000 spectateurs, quoi. Non, mais ça fait 10 ans qu'on parle dans un micro. Je pense qu'on peut tout à fait savoir ce que Matt Stafford a vécu, non?
Raphaël, t'es pas d'accord? Oui. Non, mais Je- je suis d'accord, on peut. Et puis en vrai, Stafford, il a toujours fait des petites boulettes dans sa carrière. Je veux dire, c'est pas non plus un Oui. quarterback qui a été d'une propreté jusque-là. Donc moi, perso, Alors, je suis pas très étonné de le voir faire quelques bêtises par moment, quoi. pour être plus sérieux, c'est la deuxième défaite des Rams. Ça arrive, des matchs sans. Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte dans ce match? L'intérieur de la ligne, peut-être, qui a été un peu en difficulté. Autant leur perte de tackle, Wisworth, Avenstein, c'est du bon niveau, il n'y a pas trop de problème. On voit que quelquefois, ils prennent l'eau au niveau du centre de la ligne. Bon, faudrait surveiller ça parce qu'en NFC, il y a quand même en plus quelques gros bons pass rushers depuis le centre de la ligne. Donc voilà, après, bon, je pense qu'ils ont encore un peu. Enfin, tout n'est pas fini après ça, quoi, je veux dire. Non, non, mais le centre de la ligne, Lucas, tu partages? Ouais, puis c'est un doux euphémisme quand même qu'ils ont pris un petit peu le bouillon. Ils ont vraiment été à la rue complet durant une mi-temps. En deuxième mi-temps, Sean McVay a essayé un petit peu de faire bouger Stafford pour lui éviter de se faire saquer. En effet, il ne faut pas que ça soit comme ça toutes les semaines. Alors après, Non. oui, il y a toujours des choses autour. L'attaque voilà, devrait fonctionner un petit peu mieux quand même, mais c'est à surveiller. Après, la défense fait son travail, mine de rien. Donc non, il y a pas de motif d'inquiétude totale pour les Rams. Mais quand même, sur ce match, ils sont largement dominés et la défaite est largement méritée. C'est en aparté, hein, mais j'ai un petit peu peur à chaque fois que Lucas parle parce que je sens que sa connexion aujourd'hui n'est pas tout à fait en forme. Il y a des moments où il bouge assez lentement. J'ai l'impression de voir Ben Roethlisberger qui sort de la poche. Tu sais, il y a des sortes de lags comme ça. C'est assez étrange. Je suis assez inquiet aussi. Ouais, je sens que là, ça tient à un fil, hein. Là, on est vraiment à peu de choses. On passe aux 49ers 17, Cardinals 31. Pas de Kyler Murray, pas de DeAndre Hopkins. Arizona, pourtant, a mené 14-0 dès le premier quart pour ne plus rien lâcher. Colt McCoy termine à 22 sur 26, 249 yards, un touchdown. Quand ton équipe gagne de manière aussi convaincante sans ses stars, c'est quand même la preuve ultime que ça tourne, que tout le monde a saisi le système et que ça déroule, là, Raphaël, pour les Cardinals. Oui, clairement. On avait dit après d'ailleurs leur défaite qu'on n'était pas très inquiet parce que ce qu'ils avaient montré jusque-là cette saison montrait que c'était bien construit, que c'était une équipe sérieuse et redoutable. Et là, bah, la confirmation en est. Enfin, comme tu dis, gagner sans ton quarterback numéro 1, et en plus, quand on voit ce qu'il sait faire dans cette attaque, comme il a conduit avec sa capacité à être presque une double menace, sans DeAndre Hopkins. Ouais, moi c'est vraiment une victoire pour moi. Une victoire comme, enfin, comme disait, ouais, pardon, j'en perds mes mots, mais une victoire assez importante qui montre la valeur de cette équipe. Les progrès du coaching staff, hein, parce qu'il y avait des doutes malgré tout sur Kingsbury. Là, il montre que son système est arrivé peut-être à un niveau de rodage aussi où maintenant ça peut rouler en changeant des pièces comme ça. Non, pour moi, c'est une super perf en défense, en attaque. Ils confirment, pour moi, les Cardinals confirment leur statut de prétendant en NFC. Lucas, ça a déroulé en effet parce que même la défense a été très très bonne. Oui, même la défense a été très très bonne. On se rappelle que c'est le deuxième match entre ces deux équipes et que le premier s'était fini en 10-17, on en avait parlé jeudi, et qu'ils avaient eu un petit peu de mal face aux 49ers et que là, ils ont quasiment eu aucun mal, même avec Colt McCoy. Voilà, comme le disait Raph, le coach a fait en sorte de mettre son quarterback remplaçant dans des très bonnes dispositions. C'est aussi pour ce genre de match que Colt McCoy est encore dans la ligue parce qu'il est capable de venir, de ne pas faire énormément d'erreurs. Alors, il ne va pas forcément faire gagner un match, mais il va éviter à son équipe de le perdre. Quand il y a un système autour et quand il y a des joueurs comme ça, même sans Hopkins, forcément ça va fonctionner. Et puis après, du côté des 49ers, j'ai l'impression qu'on s'est vraiment tiré une balle dans le pied. Quand je regardais ce match, je me disais, bon, allez, Arizona, ils sont en difficulté parce qu'il manque ces joueurs-là. Les 49ers vont faire l'effort, et puis un fumble, deux fumbles, et puis en fait, ils reviennent jamais. Et ils ont gagné aucun match à domicile, les 49ers. Ils sont à 0-4, je crois. Ils n'ont même plus l'excuse des blessures cette année parce que George Kittle était de retour. Enfin, voilà, c'est vrai que Arizona fait un match très sérieux et mérite de l'emporter. Et de l'autre côté, les 49ers, c'est de plus en plus inquiétant. Juste pour finir sur Arizona, c'est un des rares favoris qui lève les doutes cette année, qui vraiment est à 8-1, donc ça doit être le meilleur bilan de la NFL, et sur lequel on n'a pas trop de doutes. Non, moi je suis d'accord sur le question de doute. Alors après, tu pourras toujours en avoir au moment des playoffs parce que ça sera leur première playoff avec Murray, Kingsbury, tout ça. Donc voilà, là on aura plus de réponses. Mais clairement, après 9 matchs, on voit que c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de points faibles, qui a une défense qui a vraiment progressé, des ajouts
Là, il y a eu le retour sur la ligne offensive de Rodney Hudson. Ça s'est vu directement. Il n'y avait pas d'erreur sur les snaps comme il y a pu y avoir ces dernières semaines quand il n'était pas là. Ses gardes à ses côtés en ont profité pour améliorer leur niveau. Donc, moi, quand je les vois depuis 9 matchs, je n'ai pas de doute sur leur niveau jusqu'à la fin de saison. Alors après, ils peuvent perdre des matchs, ils en perdront peut-être, mais Non, mais il y a un fond de jeu, quoi. ouais, pour moi, il y a vraiment une identité et en plus, même, j'ai envie de dire, un fond de jeu qui est capable de changer parce que là, ils font quand même 39 courses de mémoire. Ils envoient beaucoup de portée, ce qui n'est pas dans leur 30 habitude. Ouais, 39 courses, 27 passes. Ouais, tu vois, c'est pas leur habitude première et je trouve ça d'autant plus remarquable à ce niveau-là, c'est parce que Kyler Murray n'est pas là, ils ont dit on passe par le sol, ils ont réussi à passer au sol. Donc non, moi je suis assez convaincu, clairement. Ouais. Puis leur playmaker était là, un Buda Baker, une interception, Chandler Jones, un sac, enfin voilà, tout le monde, tout ce qui doit être là et tout ce qui doit marcher marche. À San Francisco, par contre, tu l'as un peu évoqué, Lucas, ça se passe pas très bien. George Kittle était de retour, Brandon Ayuk était là, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que en fait, le contre-exemple est terrible parce que les Niners, depuis presque 3 ans, disent oui, on a des blessures, oui, c'est à cause de ceci, oui, c'est à cause de cela. Là, ils ont joué une équipe qui n'avait pas leur quarterback numéro 1, leur receveur numéro 1 et qui a gagné quand même en ayant des principes qu'ils ont respectés. Alors qu'à l'inverse, on dirait que les Niners, qui avaient des principes et un fond de jeu il y a 2 ans, régressent. Ouais. En effet, en tout cas, je ne sais pas s'ils régressent, mais c'est vrai que ils sont au même niveau que les années précédentes, mais ils n'ont plus ces excuses des blessures. Et du coup, c'est vrai que ça fait un niveau où on se questionne, on se dit, mais quel est le vrai niveau de cette équipe? Ou en tout cas, est-ce qu'on ne les a pas vus trop beaux? Parce que oui, il y a des très bons joueurs. George Kittle dépasse les 100 yards, je crois, mais il fait un fumble. Alors, la défaite n'est pas de sa faute, mais je crois qu'Ayuk fait un fumble aussi. En tout cas, il y a un deuxième fumble qui est très coûteux en première période. Et pour moi, c'est ce qui fait tourner ce match parce que en début de match, mine de rien, l'attaque avance un petit peu. Garoppolo n'est pas si mauvais que ça. L'attaque arrive à avancer, mais en effet, il n'y a plus ces fondements, il n'y a plus le jeu au sol. On a toujours dit, ou en tout cas, on a souvent répété qu'on a l'impression que n'importe qui peut être derrière cette ligne et ça marcherait. Et puis finalement, Elijah Mitchell, pardon, le rookie, est pas mauvais, mais il n'est peut-être pas aussi bon qu'on l'espérait derrière cette fameuse ligne avec ce run block. Donc, au final, c'est vrai que les 49ers, dans une division en plus qui est vraiment pas évidente, ils sont très inquiétants. Et puis en plus, moi, je les avais vus au Super Bowl cette année, autant vous dire que je pense que c'est un long shot, comme on dit en anglais. Hein, c'est très loin. Ça arrive, tu verras au fur et à mesure des années. Je pense qu'il y a aussi quand même un souci. Donc là, Lucas parlait offensivement, mais même défensivement, ils n'ont plus cette sorte d'identité, cette capacité qu'ils avaient, notamment il y a 2 ans ou au moment du Super Bowl. Ils n'ont plus cette ligne défensive dominante qui rendait la vie beaucoup plus simple au cornerback des 49ers. Et à mon avis, là, c'est là où tu arrives à avoir un petit souci, c'est que les cornerbacks des 49ers ne sont pas des joueurs ultra dominants et des super cornerbacks. Ils étaient aidés par une ligne défensive qui abattait un boulot monstrueux. Maintenant qu'elle est un peu plus en difficulté, ça se ressent aussi de ce côté-là. Donc entre ça et un staff offensif un peu perdu, c'est vrai que c'est assez morose et les questions se posent. Alors je ne pense pas que Kyle Shanahan soit en... Moi, je ne le crois pas en danger parce qu'à partir du moment où cette saison, ils ont tout mis sur Trey Lance, je ne vois pas la franchise s'en débarrasser, mettre un nouveau coach tout de suite qui va devoir faire avec Trey Lance et lui dire débrouille-toi avec ce quarterback-là qui a été choisi. Donc, je pense que Shanahan a encore un peu de répit, mais bon. Le temps pourrait. En tout cas, oui, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on commence sérieusement à le remettre en question depuis qu'il a pris les commandes de cette équipe. On parlait de surprise, il n'y en a probablement pas de plus grosse que celle-là. Jaguars 9, Bills 6. C'est quand même l'énorme surprise. Alors, sur le fond ou la forme, je crois d'ailleurs. Est-ce que les Bills sont si forts que ça? Depuis le début de la saison, j'ai l'impression qu'il y a un doute sur leur attaque et qu'ils ont fait tout sauf le lever, en l'occurrence, là-dessus. Lucas. Je suis encore choqué de ce match. Je suis encore choqué de ce match, de ce qui s'est passé, ou peut-être de ce qui ne s'est pas passé. Peut-être. Et ce qui est le plus choquant, c'est peut-être que c'est peut-être pas la plus grosse surprise de la semaine. On en parlera après, mais pour moi, il y a une surprise encore plus grosse, surtout dans le fond. Bref, est-ce que les Bills sont aussi forts? La semaine dernière, on le disait déjà, ils avaient eu du mal face à Miami et à l'expérience, ils s'en étaient sortis en fin de rencontre. Mais c'est vrai que cette attaque, alors c'est bizarre de le dire parce que c'est l'attaque qui était devant avec qui marquait le plus de points de la ligue avant ce match-là. Mais cette attaque, elle nous
convainc pas cette année, pas autant que l'année dernière. Diggs n'est pas forcément aussi fort que l'année dernière. Allen est peut-être un petit peu plus en dedans. Et du coup, ça donne des matchs comme ça. Alors, la défense est toujours aussi présente parce que, mine de rien, elle maintient l'équipe adverse qu'à 9 points. Mais quand on ne marque que 6 points, ça devient compliqué, oui. Et Raphaël, moi, j'allais te poser une question, c'est que tu fais partie de ceux qui pensent que le jeu au sol n'est pas essentiel. Mais est-ce que ça ne devient pas problématique de ne pas en avoir du tout et d'être aussi unidimensionnel? Ils ont 47 passes pour 14 courses dans un match qui se joue à 3 points. Josh Allen est sous pression sur 39% des snaps et du coup, tu n'as aucune solution de rechange. Ils ont Devin Singletary qui est à 16 yards. Ouais, après, au-delà de, de la blague ou pas, le jeu de course est essentiel, mais pour moi, un des problèmes, c'est que oui, tu peux donner plus de portée à Deville à Singletary, mais derrière cette ligne offensive, je le vois pas faire beaucoup. Enfin, je suis pas sûr qu'il apporterait beaucoup plus de solutions et de gains, en fait. Après, quand je dis qu'il y a un problème avec le jeu au sol, ça peut être C'est ça. la ligne et les coureurs. Pour hein, moi, en global. fait, le problème, il est plutôt là, sur le centre de la ligne, encore une fois, et sur cette ligne offensive qui confirme pas sa progression de l'an dernier. Je la vois même plutôt régressée par rapport à l'an dernier. Et je trouve qu'elle est vraiment pas bonne pour la course. Et elle est en difficulté cette saison contre la passe. Et à mon sens, c'est peut-être plus là que la différence se fait cette saison que sur le jeu de course qui l'an dernier, pareil, qui n'était pas beaucoup utilisé, qui n'a pas empêché Buffalo de cartonner dans le jeu aérien, tu vois. Et en début. Donc, pour moi, clairement, le problème à Buffalo, actuellement, il est offensif. Sur la défense, comme Lucas l'a dit, ils prennent 9 points. Enfin, il y a un moment, qu'est-ce que tu veux dire à la défense en prenant 9 points? Je ne vois pas très bien ce qu'on lui reproche. Donc, le problème offensif, moi, à titre personnel, je ne suis pas certain que ce soit je pense que c'est plus le problème de la ligne offensive qu'un manque de talent dans le jeu au sol. Après, j'entends que je peux me planter. Ouais, bah après, c'est cohérent. Hein. Ils prennent aussi, c'est ce que je disais, il est sous pression c'est quasiment ça, 40% des snaps. Toute la ligne offensive a pris l'eau. Et peut-être que Josh Allen était aussi un peu en sur-régime l'an dernier, malgré tout, à la passe. Voilà, si tu fais un delta entre sa deuxième année et sa troisième année, peut-être qu'il est plus au milieu. Et que quand sa ligne offensive est en difficulté aussi, ça devient un peu plus compliqué pour tout le monde. Lucas, la ligne offensive, clé de cette attaque? Peut-être, ouais, peut-être la clé de cette attaque, certainement. En tout cas, c'est sûr qu'il faut qu'elle progresse. Après, on se les imaginait partir avec la division assez facilement. Finalement, on en parlera plus tard, mais ils sont plus qu'à un match derrière les Patriots. Ils auront 2 matchs devant. Devant, pardon. Ils ont qu'un match devant les Patriots. Ils ont 2 matchs encore à jouer contre New England en fin de saison. Je suis curieux de voir ces matchs parce qu'il n'y a peut-être pas autant d'écart entre ces deux équipes pour l'instant. Et c'est vrai que je suis assez d'accord. Je faisais partie des gens qui demandaient à Josh Allen de la confirmation cette saison. Et si les quelques premiers matchs m'ont donné tort, finalement, pour l'instant, on se retrouve un petit peu à la moyenne. Donc, et je parle du Josh Allen du côté des Bills, bien entendu. Évidemment. Il est à 17 touchdowns pour 5 interceptions. Statistiquement, il est très, très bien. Mais c'est vrai que dans l'impression… Depuis 2-3 semaines, c'est très moyen quand même. Dans l'impression, c'est beaucoup plus compliqué. Les Jaguars, donc, sont les vainqueurs de ce match. Est-ce que c'est une équipe qui progresse? Ils avaient volé 2 ballons avant ce match. Sur l'ensemble de la saison, ils en ont volé 3 dans celui-là. Josh Allen, donc leur Josh Allen, le linebacker, a été incroyable. Un sac, une interception, un fumble recouvert. Donc, c'est évidemment une victoire défensive. Hein. On ne va pas faire semblant que la table a été flamboyante non plus. Donc, est-ce qu'il y a un progrès? Est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce que c'est un coup d'un soir? Je vois pas beaucoup de progrès à titre personnel. Hein. Offensivement, j'ai trouvé ça encore très pauvre avec quelques ratés de Trevor Lawrence sur des receveurs assez esselés qui auraient pu tuer le match un peu plus facilement. Défensivement, oui, on peut dire que c'est un progrès parce qu'ils prennent que 6 points. Maintenant, je ne suis pas sûr que la semaine prochaine, ils ne prennent pas 30 points contre la prochaine équipe qu'ils rencontrent. Quoi. Je ne suis pas ultra convaincu par ça. Après, par contre, là où ça peut être un momentum, on va dire, c'est qu'Urban Meyer, ça peut le renforcer vis-à-vis de ses joueurs et ça peut peut-être créer quelque chose, une dynamique, par contre, psychologique, mentale, qui fait que l'équipe qui donnait peut-être l'impression d'être parti un peu de travers avec l'histoire Urban Meyer, là, se ressente sur le terrain et on repart sur un bon truc, peut-être.
Oui, puis il faut dire qu'à côté des Raiders, maintenant, plus personne n'a l'air dysfonctionnel. Donc, Urban Meyer est renforcé depuis 2 semaines hein, sur tous les plans. Lucas, est-ce que tu vois de l'espoir? Bon, moi, je dédouanerais un poil Trevor Lawrence au sens où il n'y a pas énormément de cibles non plus. Hein. C'est Dan Arnold, le receveur le plus productif. Ça situe un peu le niveau du groupe. Et il n'a pas perdu de ballon. Voilà. En fait, je trouvais Raph un petit peu dur dans le sens où il n'y avait pas de progrès. L'équipe part tellement de loin que je trouve qu'il y a quand même du progrès. Maintenant, c'est vrai que le progrès ne saute pas aux yeux, mais la défense est quand même mieux. Alors, c'est vrai qu'ils ne prendront pas que 6 points toutes les semaines, mais cette défense était très mauvaise et elle peut devenir une défense moyenne. Elle prend que 6 points. Il y a des joueurs, on rigole avec Josh Allen, mais mine de rien, il ne faut pas oublier qu'il fait quand même un super match. C'est peut-être son meilleur match en carrière. C'est un joueur qu'on attendait et il est en train de, en tout cas, il a explosé, il a montré quel genre de performance il pouvait faire. Maintenant, il va falloir qu'il confirme. Mais quoi qu'il arrive, c'est une belle progression. Il y a d'autres joueurs dans cette équipe avec Taven Bryan. Il y a voilà, dans cette défense notamment. Donc, je pense que la défense va un petit peu mieux. Après, en attaque, c'est vrai que la progression de Trevor Lawrence, c'est qu'il n'a pas perdu de ballon. Quand on dit ça, on a tout dit, quoi. C'est vrai qu'il convainc toujours pas. Et puis après, il y a tout à construire autour. Hein, donc, Ouais, je suis d'accord, il manque de cibles, mais enfin là, il a quand même raté des lancers où ses cibles sont toutes seules. Donc, c'est un peu pour moi le b.a.-ba. Après, attention, ça ne veut pas dire que ça y est, il faut déjà dire que c'est un bust et tout. Hein. C'est pas du tout ce qu'on dit, mais bon, depuis le début de la saison, moi, je trouve pas que Trevor Lawrence ait progressé et ça m'embête un petit peu. Voilà. Oui, mais il a gagné. C'est là-dessus qu'on juge les quarterbacks. Lucas, tu voulais dire? Ouais, juste signaler, on n'en a pas parlé sur les Leafs, mais ils ont quand même 118 yards de pénalité. Et ça a été un petit peu une constante sur des équipes qui ont perdu cette semaine, puisque les Rams aussi avaient 115 yards. Quand on prend plus de 100 yards de pénalité, c'est vrai que peu importe l'adversaire, c'est difficile de gagner. C'est vrai. Bengals 16, Browns 41. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Beckham part, tout le monde est libéré, il gagne. Je suis content, j'y avais fait allusion dans le fauteuil. Je n'ai pas pronostiqué sur eux, mais j'avais dit attention parce que ça sent le match où ils vont être libérés parce que Beckham n'est plus là, notamment Baker Mayfield. Mais en fait, on a vu un truc qu'on sait depuis 3 ans, quoi. C'est-à-dire que jeu au sol, Mayfield qui peut distribuer sans avoir à se préoccuper de savoir si l'autre va faire la tronche ou pas. Tout le monde bosse, tout le monde fait son truc et ça marche. Je sais pas si c'est vraiment. J'ai pas l'impression que le fait que Beckham soit là ou quand il était là cannibalisait vraiment cette attaque. Alors certes, il y avait un super joueur qui n'était pas utilisé. Et donc, du coup, ça pouvait être frustrant pour les gens qui regardaient, les supporters et tout ça. Mais j'ai pas l'impression qu'ils aient moins donné de ballon à Nick Chubb ces derniers matchs, ou l'année dernière, parce que Beckham était là. Alors, je dis pas qu'ils ont donné moins de ballons. Je dis qu'ils savaient qu'ils allaient entendre Beckham leur gueuler dessus s'il n'avait pas le ballon. Et que ça, c'est toujours énervant de jouer comme ça. Et que c'est toujours plus agréable de jouer dans une équipe où chacun accepte son rôle. Ouais, oui, c'est vrai. Ce que tu dis est vrai. Maintenant, c'est pas forcément la conclusion que je tire de ce match, mais ça peut. En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est une des premières fois de la saison que l'équipe fait un match complet des deux côtés du ballon. On en parlait jeudi. Il y avait souvent eu la défense qui était bonne et l'attaque non. L'attaque qui était bonne et la défense non. Ce match-là, il y a une bonne défense et une bonne attaque. Et cette équipe, elle est bonne quand elle joue comme ça. Et donc, du coup, ça donne une victoire. Et s'ils jouaient comme ça tout le temps, ça pourrait être très dangereux. C'est vrai que tu as totalement raison, c'est sur le côté match plein, Raphaël. Ils ont été là des deux côtés, il y a vraiment un match complet. Le score le montre, hein, de toute façon. Oui, c'est clairement la prestation qu'on attendait un peu des Browns en les hypant et en les mettant presque dans notre top 10 power ranking d'avant-saison. En fait, c'était ça qu'on attendait parce que on avait une attaque qui progressait ces dernières saisons, on avait une défense qui s'était renforcée pendant l'intersaison, et donc on attendait cette performance-là. Bon, elle arrive peut-être plus tardivement que ce à quoi on pensait, mais oui, c'était ça. La ligne défensive a été absolument monstrueuse en mettant la pression constamment à Joe Burrow, et qui pourtant, Joe Burrow est un des jeunes quarterbacks qui gère le mieux sa poche et qui est le plus à l'aise là-dedans, et là, ils l'ont vraiment mis en difficulté là-dessus, donc c'est pas une mince affaire. Et puis sur l'attaque, factuellement, d'ailleurs, les stats te donnent raison. Hein, quand Odell Beckham n'est pas sur le terrain, l'attaque des Browns est plus performante dans quasiment toutes les statistiques. Si ce n'est Baker Mayfield lance plus d'interceptions en pourcentage quand il n'y a pas Odell Beckham sur le terrain. Mais globalement, tout le reste, les yards gagnés, les machins sont meilleurs sans lui. Donc peut-être qu'il y a un effet. Après, quoi qu'il arrive, encore une fois, on a vu que réellement, ce qui fait la force de cette attaque, c'est cette ligne offensive et Nick Chubb. Quand ils arrivent à installer ce jeu au sol, ils deviennent
très, très, très dur. Enfin, on a quand même des actions où on voit les linemen offensifs de Cleveland monter sur 2-3 niveaux, aller chercher le linebacker adverse quasiment, le mettre de côté pour que Nick Chubb passe. Et Nick Chubb, après contact, est un des meilleurs coureurs de la ligue. Enfin, donc, ils ont enfin réussi à mettre tous ces ingrédients-là en place. Maintenant, il faut qu'ils continuent sur cette dynamique et pas qu'ils retombent dans les travers du début de saison. Oui, après, de toute façon, je parle de Beckham parce que c'est l'actu, mais ça reste évidemment une équipe basée sur le jeu au sol et qui vit avec ça. Et je rejoins, je ne sais plus du coup, mais clairement, c'est la performance défensive qui est le plus notable pour moi. Il y a eu toute cette pression, et puis il y a aussi Denzel Ward et Greg Newsome qui font des bons matchs. Ja'Marr Chase limité à 49 yards. Donc, c'est vraiment une belle performance très complète, parce que c'est vrai que ces defensive backs qui sont prometteurs, mais c'est pareil, je trouve qu'ils étaient aussi assez irréguliers. Et là, d'avoir un match très complet de leur part, qui va avec ce pass rush redoutable, enfin voilà, il y a tout ce qu'on attendait. Donc, on a retrouvé les Browns, en tout cas au moins le temps d'une soirée. Du côté des Bengals, ça fait 2 défaites de suite, Jets et Browns. Est-ce qu'il y a des choses qui poussent à s'inquiéter? Mathieu, qui est dans la rédaction, disait sur le chat, c'est une équipe qui n'est pas encore mûre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est vrai. Moi, ce qui m'inquiète, et j'en ai parlé jeudi, et ça s'est confirmé dimanche, c'est que si on enlève les jeux explosifs de cette équipe, les jeux les longs jeux de cette attaque, l'attaque, elle devient un peu plus facile à gérer. Alors, c'est facile à dire d'enlever les jeux explosifs, mais je crois que le jeu le plus long cette semaine, c'est 21 yards, là où on les a vus souvent cette année envoyer des longs ballons, notamment à Ja'Marr Chase, qui a été bien muselé. Et du coup, quand on enlève ça, du coup, c'est vrai que cette attaque, elle redevient un petit peu plus ordinaire. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'il leur faut trouver une manière d'avoir de la constance dans leur avancée. Et quand le jeu en profondeur est bien coupé par les défenses, trouver le moyen d'avancer régulièrement et de manière constante. Raphaël? Ouais, non, effectivement, je trouve la question, le point de vue sur la maturité est sans doute un peu vrai. Ils ont eu un calendrier un peu peut-être facile au début où ils ont pu prendre des victoires face à des équipes un peu plus faibles. Là, ça piétine un peu. Ce qui est certain, c'est que après, c'est pas non plus j'ai envie de dire que c'est pas les premiers à perdre quand leur quarterback prend l'eau et est sous pression constante. Ça reste malgré tout une des clés dans le football américain pour l'emporter. Cette ligne offensive, elle avait progressé en début de saison, au point qu'on se dise ils avaient bien fait de passer à côté de Penny Sewell pour prendre Ja'Marr Chase. Là, ils sont un peu plus en difficulté. Je ne suis pas certain que ça leur arrivera tous les matchs d'être en difficulté comme ça sur la ligne offensive, et donc ça donnera aussi plus de temps à Burrow et Chase. Donc, j'entends aussi l'argument des jeux explosifs, mais forcément, tu n'as plus le temps de les faire quand tu prends l'eau. Quand tu prends l'eau, la pression, tu n'as pas le temps de les faire, ces jeux explosifs. Donc, Lucas. Moi, je ne suis pas outre mesure inquiet. Je trouve que malgré tout, ils progressent. En tout cas, voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on va le savoir, puisqu'ils sont en semaine de repos, je crois que cette semaine. Et après, ils jouent les Raiders, les Steelers et les Chargers. Donc, c'est sur ces 3 semaines-là qu'on va voir s'ils vont aller en playoff ou pas, pour moi. En effet. Et tant qu'on parle du futur, au moment où on se parle, petite nouvelle qui est tombée qui pourrait être embêtante pour les Browns, Nick Chubb testé positif au Covid. Il est vacciné, donc il doit rendre 2 tests négatifs à 24 heures d'intervalle. Voilà, maintenant, il faut qu'il y arrive avant le prochain match. Donc, ce sera dimanche contre les Patriots. C'est incroyable d'être. Je suis toujours fasciné comment les mecs sont positifs juste après les matchs et jamais avant. On se demande, toujours en début de semaine. Ouais, c'est un peu de temps au cas où. Chiefs-Packers, 13-7 pour les Chiefs. C'était les débuts de Jordan Love. C'est surtout là-dessus qu'on va se concentrer. 19 sur 34, 190 yards, un touchdown, une interception. 2 sur 12 sur les 3e tentatives. C'était assez décevant comme début. Oui, c'était assez décevant. Il n'a pas montré grand-chose. Il n'a pas fait de grosses bêtises. Il n'y a pas eu de gros gâchets. Mais effectivement, il n'a pas trop montré ce pourquoi les Packers avaient décidé de le prendre il y a 2 drafts. Donc, ouais, assez sceptique sur tout ça, sur cette prestation, Parce que Lucas, on ne peut pas faire des meilleures conditions pour débuter en théorie. C'est-à-dire qu'il a eu 1 an et demi de prépa derrière Aaron Rodgers. Il a une équipe qui a gagné 7 matchs de suite, une défense qui limite les Chiefs à 13 points.
C'est ça, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'on parle beaucoup cette année des quarterbacks rookies, et puis ils ont cette excuse, en tout cas cette circonstance atténuante du fait qu'ils découvrent la NFL et tout ça. Lui, il a plus cette excuse-là, tu l'as dit. Il suit. Alors, on sait que Rodgers, c'est peut-être pas forcément le mentor, mais en tout cas, on est dans la même salle que lui, on partage le même terrain que lui, on peut apprendre ne serait-ce qu'en regardant. Et donc c'est vrai qu'il a été extrêmement décevant. En plus, il joue une défense des Chiefs qui n'est pas la défense la plus compliquée en NFL, et puis il s'est fait blitzer de tous les côtés, il a eu beaucoup de mal à gérer ça. C'est vrai que vraiment pas rassurant ce qu'on a vu à propos de Jordan Love dimanche. Oui, j'ai pas la stat sous les yeux, mais de mémoire, les Chiefs n'ont jamais autant blitzé cette année. Hein. Ça, c'est évidemment. Bon, en tout cas, pour l'instant, alors c'est très compliqué les règles Covid. J'ai l'impression qu'elles changent toutes les 2 secondes en NFL. On en reparlera dans l'émission de jeudi parce que ce sera plus clair. Mais en fait, Aaron Rodgers n'a pas besoin de rendre des tests négatifs pour revenir parce qu'il a la maladie. Donc, il considère qu'il développe les anticorps ou je sais pas quoi. Donc, a priori, il pourrait être dispo dès le samedi et jouer sans s'entraîner. Mais on en reparlera dans l'émission de jeudi. J'ai appris aujourd'hui qu'en fait, les joueurs qui étaient non vaccinés et qui attrapaient le Covid n'avaient pas besoin de rendre des tests positifs pour revenir, des tests négatifs pour revenir en jeu. Voilà. En tout cas, on parle de Jordan Love, mais pour moi, c'est Aaron Rodgers qui coûte le match. Enfin, c'est oui. pas de sa faute mais s'il est là, pour moi, et je pense que pour tout le monde, il y a peu de doute sur le fait qu'il y ait des grandes chances que les Packers gagnent. Clairement, il coûte un match à son équipe. Là, Oui. Parce que l'attaque des Chiefs n'a pas perdu de ballon, c'est quand même une très bonne nouvelle pour la première fois de l'année. Mais on va prendre ça, quoi, on va dire ça. Mais voilà, il gagne que 237 yards. C'est assez dingue pour une équipe qui carbure autant depuis des années quand même. Ouais, comme tu dis, c'est assez compliqué. C'est surtout dans le jeu aérien au final que ça pose question. On a encore vu pas mal d'erreurs de Mahomes, il perd pas de ballon, mais il y a une ou deux interceptions qui passent franc, notamment celle relâchée par Kevin King. Normalement, ça doit faire interception quand même. Donc oui, c'est toujours pas ça pour les hommes d'Andy Reid. Moi, je suis de plus en plus pas inquiet, mais un peu gêné par la façon dont Patrick Mahomes a de tout de suite reculer dès qu'il prend le snap et essayer de bouger dans tous les sens parce qu'il est persuadé que la pression arrive, alors que sa ligne offensive, objectivement, est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas une ligne offensive si horrible que ça. Elle n'est pas pire qu'avant, en tout cas. Elle n'est pas pire que l'an dernier. Pour moi, elle est même meilleure. Donc, pour moi, il a un vrai souci là, de gestion de sa poche et il manque, et ça on l'avait dit en intersaison, pour moi il manque un vrai receveur numéro 2 dans cette équipe. Je crois que je suis en train de vérifier, c'est son plus petit match en fait à 166 yards en saison régulière. Ça m'étonnerait pas, ouais. C'est son plus petit match en carrière. Il doit avoir que 3 ou 4 matchs à moins de 200 yards depuis le début de sa carrière, Patrick Mahomes. On a parlé de Jordan Love en disant qu'il ne fait pas un super match. Je crois que sur les statistiques, il a des meilleures statistiques que Patrick Mahomes. Donc, c'est dire à quel point le match de Mahomes, ce n'est pas évident. Oui, c'est vrai. Il y a plus de yards pour Jordan Love. C'est incroyable quand même cette rencontre. Ça devait être un sommet. Je pense que quand ils l'ont programmé au début de l'année, ils s'attendaient à autre chose quand même sur le Rodgers Mahomes. On a eu quelque chose de très différent. Voilà pour ces affiches de la semaine. Petite pause et tout le reste des matchs. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Allez, on continue avec cette semaine 9 en NFL et avec un match entre les Ravens et les Vikings, 34-31 pour les Ravens après prolongation. Baltimore était mené de 14 points au début du dernier quart, mais Baltimore n'a plus peur d'être mené, messieurs, surtout avec une défense des Vikings rincée en fin de match. Petite question qui va plaire à Raphaël. Attention, t'es attentif ? Ouais, assez, oui. Tu marques à 1 minute de la fin. Ta défense est rincée. Ton kicker est moins bon que celui de l'adversaire. Est-ce que tu transformes à 1 point pour aller en prolongation ou est-ce que tu donnes le ballon à tes playmakers pour tenter de passer devant sur une tentative à 2 points ? La deuxième, a priori, écoute, forcément, maintenant, c'est pas forcément, c'est même pas ce qui m'a le plus choqué dans ce match de la part des Vikings, tu vois. Mais ça, c'est facile à faire a posteriori. C'est même pas ce qui m'a le plus choqué. Je trouve qu'ils ont joué beaucoup plus conservateur justement en menant une fois qu'ils menaient au score, alors qu'en début de match, ils ont essayé d'attaquer la profondeur, tout ça. Derrière, une fois qu'ils menaient,
Pour moi, ils ont arrêté de jouer quasiment. Bon, ça Mais commence à faire 3-4 semaines qu'on se répète, hein, donc sur bah, cette équipe et sur ce qui l'entoure. Donc bon. oui, je pense qu'on est assez clair sur le cas Mike Zimmer. Et c'est vrai, il commence fort et puis putain, ça tombe. Lucas, Mm. on est pareil. Mystère. Ouais, cette équipe, c'est un mystère et je crois qu'ils marquent leur touchdown sur leurs 2 premiers drives, Ouais. comme vous le disiez, et ensuite disparition. Après, ils marquent des touchdowns sur une super course de Dalvin Cook et une longue balle pour Justin Jefferson. Mais c'est vrai que dans le fond, l'attaque sur tout le match, c'est compliqué. Où est passé Adam Thielen sur ce match? Il marque le touchdown à la fin, mais je crois qu'il a 2 réceptions pour 6 yards ou quelque chose comme ça. Pour un joueur comme ça, ça devrait jamais exister. Voilà, c'est vrai que cette attaque est un mystère, cette équipe est un mystère. Ils trouvent toujours le moyen de perdre leur match et au final, ils perdent de très peu. Je crois qu'ils n'ont perdu aucun match de plus de 7 points, mais ils perdent beaucoup de matchs. Oui, et parmi les mystères, donc on l'a dit, Mike Zimmer est toujours en poste. T'as raison, ils perdent pas de beaucoup. Ils perdent 26 contre les Cowboys, Mhm. ils perdent Je crois que c'est 14-7 contre 14-7 les Browns. contre les Ouais. Browns, c'est le plus gros écart. Ouais, 1 point contre les Cardinals, 3 points contre les Bengals, en effet. Lamar Jackson, quand même, superbe dans cette remontée. Pas bon début de match, mais il a des ailes qui poussent en deuxième mi-temps maintenant. 3 touchdowns à la passe, 120 yards au sol. Il continue de porter cette attaque de Baltimore quasiment à lui tout seul, hein. Ouais, il l'apporte beaucoup, effectivement. Surtout, j'ai bien aimé le fait qu'il s'adapte pas mal entre la première et la deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, il tentait justement beaucoup de big plays, tout ça. C'était très bien défendu. Et puis après, finalement, en deuxième mi-temps, il part plus sur des petits, pas des check downs non plus, mais sur des petites passes intermédiaires, tout ça. Donc, il a bien su élever son niveau de jeu à ce niveau-là. Ouais, pour moi, ça va dans le sens de ce qu'on voit depuis le début de saison. Il a clairement progressé dans le secteur aérien et ça ouvre quand même le champ des possibilités pour Baltimore en termes de retournement de situation, de capacité à aller chercher le match, ce qu'ils n'étaient pas forcément capables de faire avant. Ils ont remonté 3 fois des écarts de plus de 10 points déjà cette année, Baltimore. Donc, clairement, il y a un truc qui a changé, hein, dans cette équipe. Et Jackson, moi, je trouve hyper impressionnant. Lucas, Oui, c'est ça la nouveauté en fait, c'est qu'avant on disait qu'il fallait absolument qu'ils partent devant tôt parce qu'ils ont un style de jeu qui fait qu'ils ne peuvent pas revenir. Maintenant, c'est voire même l'inverse en tout cas, ils sont capables de faire les deux. Et avec Lamar Jackson qui est hyper fun à voir jouer en plus, je me répète toutes les semaines, mais c'est vrai que à voir c'est vraiment un plaisir. Donc c'est vrai que voilà, ça donne une attaque portée à bout de bras par lui-même. Mais il est là, et il est toujours là, et il est toujours aussi bon. Donc ils vont gagner des matchs grâce à lui. Ouais. Et on en reparlera peut-être jeudi, je tease. Cowboys 16, Broncos 30. Est-ce que c'est juste une soirée oubliée pour les Cowboys? Parce que là, pour le coup, ils sont sacrément passés à côté de ce match, dont ils étaient quand même favoris, hein. Et ils sortaient d'une semaine de repos, non, d'ailleurs? Ouais, ils sortaient de Non, repos. ils avaient gagné avec Cooper Ah Rush. oui, Ah oui, c'est raison, vrai. t'as Ouais. raison. Mais à domicile, non. Alors, à titre personnel, hein, je le vois plus comme être vraiment passé à côté. Surtout qu'ils commencent le match, ils avancent, ils ratent des quatrièmes tentatives qui n'étaient pas forcément. Et pourtant, je défends globalement les quatrièmes tentatives, mais bon, je ne sais pas si c'était vraiment l'occasion de les faire toutes. Excès de confiance peut-être du côté de Dallas après ces belles semaines. Et puis la défense qui n'arrive pas à créer de turnover alors que c'était une de leurs forces globales Global, bah, et donc début on de a saison. Bon, voilà, tout passe à côté. Maintenant, ils ont quand même beaucoup. Ils ont quand même beaucoup d'avance en NFC Est. Je ne suis pas inquiet outre mesure quand même. pas d'inquiétude non plus pour Lucas. Non, pas d'inquiétude, mais pour moi, la plus grosse surprise, elle est là, hein. Et c'est l'amour des Broncos de Raphaël qui l'empêche de parler de cette équipe. Mais oui, Dallas fait pas un grand match, mais Denver, on a toujours dit, enfin, on a souvent dit cette année qu'ils n'avaient pas battu des équipes meilleures que Denver. Ben, là, on ne pourra plus le dire en tout cas, messieurs. Oui, oui. Après, moi, j'ai du mal parce que cette équipe de Denver, elle arrive à me faire rêver et pleurer en même temps. Tu vois, il y a cette défense, là, tu as Javonte Williams qui sort au sol, le rookie, ils ont plein de super receveurs. Tu as l'impression qu'ils peuvent filer des ballons. Tim Patrick est quand même assez sous-coté, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un très bon joueur. Jerry Jeudy était là et tout. Mais au final, quand tu as Teddy Bridgewater, bah ouais, quand il fait les minima, en effet, ça va passer. Mais on connaît le plafond, quoi.
Ouais, c'est sûr qu'on connaît le plafond. Après, il fait un super match quand même. Il fait un Ah, bon mais match. il est Et bon, puis quand il y a tous ces receveurs-là, on a parlé, Jerry jeudi, Tim Patrick qui a complètement fait exploser Diggs. Et on en parlait depuis le début de la saison. Diggs, c'est vraiment tout ou rien. Bon, ce week-end, c'était rien. Pour le coup, avec cette interférence de passe dans la end zone, ce touchdown qu'il prend. Mais voilà, la défense est très bonne. Il y a 30-0, parce qu'on parle du score, mais il y a 30-0 quand même dans le quatrième quart-temps. Après, oui, il y a des choses qui sont allées dans leur faveur. Il y a ce punt bloqué qui récupère, qui aurait pu être le tournant du match en début de seconde période, je crois. Voilà, c'est vrai que pour gagner un match comme ça, il faut que tout aille dans le bon sens. Ça l'a été pour Denver, mais ils sont à 5-4. Il y a, je sais pas combien, il y a 9 équipes à 5-4, à 5 victoires en tout cas, 9 équipes à 5 victoires en AFC. Donc voilà, Denver, c'est une bonne semaine pour eux. Bon, et puis félicitations à Jonathan Cooper, hein, le rookie, 2 sacs, 5 pressions, qui a quand même été impressionnant juste dans la foulée du départ de Von Miller. Ça fait toujours du bien. Giants 23, Raiders 16, très gros match défensif des Giants. 3e match de suite, à moins de 20 points encaissés. Est-ce qu'on a retrouvé la défense des Giants? Raphaël, est-ce que tu y retournes? Ça commence, non pas à y retourner, mais ça commence à ressembler en tout cas à la bonne défense qui avait été montrée par les Giants l'an dernier. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de retard à l'allumage en ce début de saison sans réelle explication parce que l'effectif était globalement le même et avec même des renforts à la draft, donc il n'y avait pas de raison particulière de se rater à ce point-là. Ça, c'est clairement la bonne nouvelle avec vraiment, quand même, pour le coup, d'un point de vue individuel, une belle saison de la part de Xavier McKinney, leur safety qui s'est encore montré assez décisif sur ce match. Donc oui, pas mal à ce niveau-là. Et puis côté, comment dire, ils ont réussi en plus à ne pas être embêtés par le jeu aérien des Raiders, ce qui est pas, enfin, qui était quand même le point fort des Raiders depuis le début de la saison. Donc non, c'est une vraie belle prestation défensive, clairement. Lucas, 1/6 dans la zone rouge pour les Raiders. C'est pas les occasions qu'on manquait, hein. C'est juste la défense des Giants qui a tenu. Oui, c'est la défense des Giants qui a tenu. Après, c'est vrai que les Raiders, il y a ce fait divers d'Henry Huggs. Alors, on en parle. Enfin, sur le terrain, ça fait beaucoup de mal parce que il manque cette menace en profondeur. Alors, Deshaun Jackson va arriver. Est-ce qu'il arrivera à être aussi bon? Et puis, il y a ces problèmes cette semaine dans la red zone. 1/6, comme tu l'as dit. À partir de ce moment-là, quand on fait 1/6 dans la red zone, que le quarterback perd 3 ballons, Derek Carr qui passe à côté de son match, c'est vrai que ça devient compliqué de gagner un match. Et tout ça, comme vous le disiez, vient du fait que la défense des Giants est bonne, voire très bonne, en tout cas très bonne dimanche. Et heureusement, hein, parce qu'ils gagnent avec seulement 245 yards en attaque, un fumble de Daniel Jones. Ça reste un des problèmes du côté de New York, malgré les progrès, on va dire, de Daniel Jones cette saison, toujours pas un seul match avec plus de 30 points en attaque. Enfin, c'est problématique en NFL à l'heure actuelle d'avoir une attaque qui produit aussi peu. Ça leur met quand même un plafond de manière importante. Enfin, je veux dire, cette incapacité à aller plus loin en attaque. Et pour terminer, évidemment, avec les infos Raiders, hein, sachez qu'en plus de Henry Ruggs qui a été perdu dans des conditions tragiques la semaine dernière et qui est en prison, ils ont aussi perdu Damon Arnett, leur choix du premier tour de, je ne sais plus, je crois que c'est 2019, cette cuvée de l'enfer, là où ils ont perdu tous leurs joueurs, puisque lui a trouvé bon de menacer quelqu'un de mort en tenant des armes dans une vidéo. Tout ça en plus de procédures qui ont été lancées contre lui pour délit de fuite en voiture et agression, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc encore une semaine costaud du côté de Las Vegas. Eagles 24, Chargers 27. Il y avait 24 partout à 6 minutes 07 de la fin. Les Chargers ont alors déroulé un drive de 6 minutes 05 jusqu'au field goal de la gagne. Belle maîtrise quand même de l'attaque menée par Justin Herbert. Il y a une 4e tentative convertie au milieu. Ça aussi, ça fait partie de la progression quand même, je trouve, d'un quarterback de mener des drives de fin de match où on mange le chrono, où on gère, on maîtrise. Oui, d'un quarterback bien coaché aussi, puisqu'on sait que c'est un tandem qui fait fonctionner ce genre de drive, et ça l'a été. Justin Herbert avait été un petit peu chahuté ces dernières semaines, il revient avec un super match. Alors, c'est face à la défense des Eagles qui a tendance à faire briller ses quarterbacks, enfin les quarterbacks qu'ils affrontent, mais en tout cas là, Justin Herbert fait un très bon match, il marque pas mal de points, et il y a ce drive de la gagne. Donc, de ce côté-là, pour lui, c'est une très belle semaine, ouais. C'est une vraie opposition de style, 356 yards à la passe pour Herbert et les Chargers. Les Eagles, c'était le seul, 176 yards. Ça perd, mais au moins, il y a un début d'identité offensive depuis 3 semaines à Philadelphie, Raphaël. Oui, c'est vrai qu'ils passent beaucoup plus par le sol. Alors là, après, ils étaient aussi obligés de le faire face à une équipe des Chargers dont
la principale faiblesse est la défense contre la course. Donc, j'ai envie de dire que s'ils ne l'utilisaient pas à ce moment-là, c'était quand même à plus rien comprendre. Ils ont ressorti Jordan Howard de leur practice squad, en plus qui leur a fait pas mal de bien. Oui, il y a un début d'identité offensif. Bon, maintenant, ça a confirmé, mais comme tu dis, c'est pas loin d'être une de leurs meilleures prestations de la saison, clairement, du côté de Philadelphie. Et puis Miles Sanders c'est toujours pas là, donc tant qu'à faire, autant continuer avec la course. Hein. Je l'ai dit la semaine dernière, je me répète, mais bon voilà, j'espère que ça va continuer quand il sera là. Mais c'est vrai que la défense contre la course des Chargers, ça va leur poser de gros soucis si ça continue comme ça. On enchaîne avec le vol, le scandale, le complot de la semaine. Steelers 29, Bears 27. Victoire sur un field goal à 26 secondes de la fin. Les Bears ont manqué un field goal de 65 yards à la dernière seconde. Pittsburgh avait le match en main. Ils avaient 14 points d'avance au début du dernier quart. Il s'est passé quoi, Lucas? Tu étais sur le résumé, donc je vais vers toi. Ouais, j'ai failli m'endormir comme j'ai failli le faire cette nuit pour ce match. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que les Steelers sont dominés pendant 3 quarts temps. Ils ont marqué un touchdown sur chacun des quarts temps. Ils étaient à 26 au début du 4e. Et puis, comme tu l'as dit, ils ont pris beaucoup de points parce qu'ils se sont un petit peu endormis. Et puis, il y a eu des choses qui ont tourné en la faveur des Bears avec un fumble, avec Justin Fields qui est un petit peu meilleur, qui arrive à se lâcher un petit peu plus sur le dernier quart temps. Voilà, après, je pense que les Steelers, à l'expérience, avec l'avance qu'ils ont eue, en tout cas, ils ont eu plus qu'à jouer un drive en fin de match pour repasser devant. Ils se sont un petit peu endormis, mais globalement, sur toute la durée du match, c'était surprenant que les Bears reviennent. Ça a mis un petit peu de suspense, mais au final, à très peu de temps, j'ai pensé que Chicago allait gagner ce match. L'attaque de Pittsburgh a montré des choses quand même parce qu'ils n'ont toujours pas. Raphaël disait que les Giants n'ont pas passé les 30 points cette année une seule fois. C'est le cas de Pittsburgh aussi. Ils n'ont toujours pas marqué plus de 30 points sur un match. Elle n'a pas montré grand-chose. Elle n'a pas montré beaucoup plus que sur les semaines précédentes. Maintenant, Big Ben a l'expérience. Donc, il a su utiliser les match-ups qu'il avait face à lui. Najee Harris a touché énormément de ballons. C'est de toute façon, lui, le joueur principal de cette attaque. Donc, il fait ce qu'il peut. Et après, Big Ben a pu utiliser certains des match-ups quand il a vu des choses qui lui plaisaient. Il les a utilisés. Ça a permis de faire avancer cette attaque de manière relativement constante. Voilà, après ça reste pas une grosse attaque, c'est surtout la défense et TJ Watt. Voilà, j'ai 2 joueurs en attaque et en défense. En attaque, j'ai pas pu le faire, c'est Cooper Kupp cette semaine, mais l'autre joueur c'est TJ Watt. Voilà, ma déclaration d'amour hebdomadaire, elle est là, monsieur. Alors je continue sur toi, Lucas, parce que tu étais notre homme sur le terrain, évidemment. Juste, donc il y a ces histoires de pénalités en fin de match, il y a un chambrage, donc un taunting, mais donc on essaie de traduire par chambrage sur le site, qui est sifflé à Cassius Marsh, qui permet aux Steelers de dérouler leur drive alors que sinon ils allaient devoir punter, si je dis pas de bêtises, puisque c'était sur une 3e tentative. Ouais, mais ils puntent. Il me semble que c'est sur le. En tout cas, c'est pas sur le drive de la game. Non, c'est sur celui juste avant où ils grattent un field goal aussi. Voilà. Donc, il y a pas parce que derrière Chicago marque le touchdown et passe devant. Donc au final, comment dirais-je, cette pénalité, elle n'a pas un impact sur le match aussi important qu'on a bien envie de nous faire croire. Maintenant, si on parle dans le fond de cette pénalité, c'est vrai qu'en regardant les images, on se demande bien, franchement, il faut arrêter. Voilà, on essaye de pas forcément parler des arbitres parce que là, je disais, on ne sait pas ce que c'est d'être quarterback, on ne sait pas ce que c'est d'être arbitre non plus. Donc c'est difficile d'être arbitre. Donc j'essaye de pas forcément leur tomber dessus, mais c'est vrai que sur quelque chose comme ça, où il est loin de la ligne, il regarde. Je crois que c'est un ancien de Pittsburgh en plus. En tout cas, il est passé. C'est ça. J'ai cru le. Donc il a voulu montrer à ses anciens coéquipiers. Enfin, je veux dire. Qui ne l'aurait pas fait, je ne suis même pas sûr qu'il leur parle, il les regarde, il touche l'arbitre, mais l'arbitre a l'air de jeter le drapeau de pénalité avant. Enfin, tout ça est de la supposition, enfin, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû avoir. Maintenant, ça n'a pas un impact énorme sur le match pour moi, mais c'est vrai que c'est une pénalité qui aurait été largement pu être évitée par les arbitres. Oui, donc comme tu le dis, la pénalité, on va résumer ça, la pénalité est bien débile, mais comme il y a eu d'autres pénalités pour chambrage assez débiles cette année, de toute façon, il y en a eu énormément, mais Chicago mène encore après, donc ça ne joue pas le match là-dessus. Bah non, parce que derrière, il marque le touchdown. Donc, Raphaël, sur ce match, est-ce que tu as pu observer des choses qui t'ont intéressé? Justin Fields, quand même, moi, je l'ai trouvé vraiment en progrès, alors peut-être pas sur
l'ensemble du match, mais en tout cas, il sort vraiment un dernier beau carton et avec des passes quand même d'assez haut vol, j'ai trouvé pour le coup. Tu vois, jusque-là, alors j'ai pas tous les matchs de tous les quarterbacks rookies en tête et de tous, hein, mais je trouve qu'en termes de qualité de passe, sur certains moments, des fenêtres de passe assez compliquées, je pense notamment au dernier touchdown, je suis pas loin de penser c'est pas loin pour moi d'être une des meilleures prestations d'un des quarterbacks rookies cette saison. Quand je vois ça et quand je vois que d'autres équipes ont préféré ne pas prendre de quarterback et aller chercher des épaves ailleurs plutôt que de donner confiance à un jeune quarterback. Enfin bon, bref. Ça tire à balles réelles sur les Panthers, j'ai l'impression. Légèrement. Mais c'est pas les seuls, à mon avis. C'est pas les seuls. Mais bon, bref. Non, moi, je me suis enfin dit, en tout cas en voyant ça, je me suis enfin dit, ah ça y est, je vois ce que Chicago a vu en lui et en pensant que ça pouvait être un quarterback d'avenir. Alors, Lucas, est-ce que tu veux aussi tailler les Broncos et les Panthers ou est-ce qu'on passe à la suite? J'attends les flops. T'attends les flops. Saints 25, Falcons 27. Les Saints terrassés par un field goal à la dernière seconde des Falcons. Avec un très gros match de Matt Ryan et de l'attaque aérienne, mine de rien. J'ai l'impression que les Saints sont un peu plus observés ce qui leur manque cette année, c'est-à-dire un quarterback solide et des receveurs qui font la différence. Sachant d'ailleurs qu'il manquait encore Calvin Ridley. Non, il est revenu Calvin Ridley. Il manquait quelqu'un aux Falcons. Je ne sais plus pourquoi dans ma tête. Non, je crois il qu'il n'était pas là. Et je ne suis pas sûr qu'il revienne rapidement. Oui, voilà, c'était ça. Il est encore écarté. Bon, ils ont Cordarrelle Patterson, de toute façon, 6 réceptions, 126 yards. Je veux dire, tu as besoin de personne quand tu as Cordarrelle Patterson. C'est des Falcons qui sont dans la course au playoff, mine de rien. Oui, parce que de toute façon, avec si peu de matchs joués et cette 7e place en wildcard, j'ai l'impression que toute la NFL est dans la course au playoff. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont à 4-4. Ils sont qu'à un seul match des Saints, si je ne me trompe pas, qui sont à 5-3 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai qu'ils font ce bon match. Cordarrelle Patterson, qui vit, on en parlait tous ensemble, mais qui vit une 3e, 4e jeunesse à Atlanta et en plus au poste de running back hybride receveur est très bon. Donc voilà, Matt Ryan fait un bon match. Ce match a été très sympa à voir, j'ai trouvé. Maintenant, j'en tire pas des conclusions incroyables des deux côtés parce que les Saints étaient sans James Winston, les Falcons sont trop irréguliers. Donc je me contenterai de me dire que ce match a été sympa à suivre. Alors pour le coup, ils vont rester sans James Winston, Trevor Siemian, stat honorable, départ poussif. J'ai envie de dire rien de surprenant, quoi, Raphaël. On savait à quoi s'attendre avec Siemian. Oui, plus ou moins. Et pour le coup, moi, je ne l'ai trouvé même pas très aidé par ses receveurs. Il y a quand même eu des vilains drops de la part de ses coéquipiers qui auraient pu permettre à certains moments aux Saints d'obtenir des first down, tout ça. Donc, en plus, pas aidé par les siens, mais on le savait aussi que les Saints arrivaient légers en termes de receveurs cette saison, encore plus avec la blessure de Michael Thomas qui s'est confirmée, qui s'est allongée. Ouais, comme tu dis, là, tu vois complètement ce qui manque aux Saints cette saison pour prétendre à quelque chose. C'est un quarterback et des receveurs. C'est là pour le coup, la défense et un jeu au sol, ça peut pas suffire pour gagner en NFL. En tout cas, je pense en 2021 encore plus peut-être. Donc oui, c'est ce qui leur a manqué. Et les Saints pour moi représentent très bien, et je l'ai dit ailleurs, représentent très bien ce début de saison en NFL. Ils battent les Packers d'entrée de jeu, ils battent Tampa Bay et derrière ils perdent contre les Giants et les Falcons et les Panthers. C'est quand même un peu un début de saison un peu n'importe quoi. Oui, moi j'ai aussi du mal à en tirer grand-chose de ce match, Lucas. Ouais, je suis assez d'accord avec Raph. C'est vrai que quand on prend du recul et qu'on se dit qu'ils ont battu les Packers et Tampa Bay et qu'ils ont perdu face aux Giants et face aux Falcons, on se dit mais qui sont-ils en fait? On passe aux Panthers 6, Patriots 24, énième épisode de Bill Belichick qui fait des misères à Sam Darnold. On va pas le dire toutes les semaines, je pense. Je m'engage à ce que ce soit la dernière fois. Sam Darnold, c'est fini. 16 sur 33, 172 yards, 3 interceptions. L'an prochain, c'est le banc. Moi, je parie sur une carrière à la Josh McCown. Tu as 10 ans sur un banc, petite sortie de temps en temps, une coupe de cheveux sympa d'ici quelques années. Ça, le rôle du vétéran sympa. Je pense qu'on peut avancer là-dessus. Darnold, on ne va pas épiloguer. Ouais, tu pars de l'année prochaine, peut-être même la semaine prochaine. Hein. Je ne sais pas contre qui il joue, mais à mon avis, je ne suis pas sûr qu'il finisse la saison quand même. En plus, il a mal à l'épaule. Il a mal à l'épaule en plus, ouais. Les Patriots, eux, continuent d'être solides. 151 yards au sol, grosse défense. On continue de laisser Mac Jones progresser. Je les trouve d'une constance impressionnante dans leur identité. C'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, on sait vraiment ce qu'on va avoir avec les Patriots pour le coup.
Oui. Oui, ouais. C'est vrai qu'on sait exactement ce qu'ils vont avoir. Du jeu au sol, une grosse défense, mais ça fonctionne. Et puis là, certes, c'était Sam Darnold en face. Certes, Bill Belichick a certainement les combinaisons pour lui faire beaucoup de mal. Mais semaine après semaine, comme tu le dis, Alain, c'est assez constant. Cette défense est bonne, voire très bonne, avec des playmakers. On parlait de Matt Judon la semaine dernière, Jesse Jackson cette semaine. Voilà, il y a vraiment des très belles choses. Et Mac Jones, derrière, peut progresser. Il ne fait pas encore un grand match. Mais ça gagne derrière et puis il continue de s'améliorer et puis peut-être qu'en fin de saison, il aura vraiment pris la dimension que les Patriots espèrent et que ça deviendra une équipe vraiment complète. On refera un petit focus sur les Patriots dans une des émissions à venir du jeudi. Promis, ça leur fera de défaites. On est désolé hein, parce qu'on a vu que c'est un peu le tarot pour les équipes dont on parle le jeudi. Mais on en reparlera. Colts 45, Jets 30. Il n'y a pas eu de match. C'était le match du jeudi. Mike White a été vite blessé. 260 yards au sol pour les Colts. C'est le plus gros match de l'année au sol, sachez-le, messieurs. Indianapolis qui a totalement joué sur ses forces hein, sur celui-là. Il n'y a pas eu de rencontre. Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose à part du fait qu'ils reviennent à leurs fondamentaux de l'an dernier, quasiment Indianapolis? Non, pour moi, comme tu dis, là, où on commence à rentrer dans ce moment de saison où les équipes enchaînent les prestations et les qualités et leurs défauts se confirment, s'affirment. Et comme tu le dis, cette équipe des Colts, quand elle arrive à dérouler son jeu au sol avec sa ligne offensive, ça se passe bien. Vance n'est pas trop surexploité, on lui demande pas trop de choses. Et ça réussit. Et puis Mike White du côté des Jets, ça n'a pas eu le temps de reprendre feu comme la semaine d'avant. Donc voilà. Carson Wentz, tu l'as dit, qu'il n'y a pas eu à forcer. Lucas, c'est la clé, c'est que Wentz, en fait, il dépend du reste. Il va jouer au niveau du reste, quoi. Oui, clairement, le meilleur joueur de cette attaque, c'est Jonathan Taylor, de toute façon. Et puis, il y a cette ligne offensive. Le nombre de courses qui ont été faites avec Taylor et Hines, avec des running backs qui sont touchés pour la première fois qu'après 4 ou 5 yards, ça a été impressionnant sur ce match. Et puis, en plus, avec des running backs qui sont capables de casser le premier plaquage, ça donne des stats comme celle-ci. Et c'est vrai que le quarterback, il dépend de ça. Mais maintenant, je pense qu'il y a un plan. Là, il y a quelque chose qu'il faut continuer. Et il faut se dire que comme l'ont été les Titans, cette équipe, c'est le jeu au sol avant tout. Et ensuite, Carson Wentz fera ce qu'il lui restera à faire et en espérant qu'il le fasse bien. Bon, les Jets reviennent un peu au business habituel. Est-ce qu'il y a un truc à retenir de ce match pour eux, du coup, après la blessure de leur quarterback? Pour moi, Raphaël, non. Mais... Oui, Raphaël n'a pas l'air d'avoir grand-chose. Je le vois à ton expression. Moi, il ne faut pas me poser cette question parce que j'ai toujours quelque chose à dire, mais très rapidement, j'ai encore une fois, moi, ça m'inquiète pour Zach Wilson parce que Mike White se blesse sans être très mauvais. Il lance un joli touchdown. Derrière, c'est Johnson, Joe ou Josh. Josh. Je suis désolé, je ne sais plus très son prénom. Joe, c'était le joueur NBA. Voilà, et qui lance plus de 300 yards. Zach Wilson ne l'a pas fait une fois cette saison. Alors certes, c'est dans un match où il faut lancer, et ils sont derrière et ils prennent beaucoup de yards, mais quand même, j'ai l'impression que n'importe qui à cette position fait mieux que Zach Wilson. On parlait du coaching staff la semaine dernière, mais finalement, peut-être que c'est Zach Wilson. Il n'a pas fait un seul match à plus de 300 yards? Je ne suis pas sûr, hein. J'ai vérifié. Ouais, je crois qu'il est à 296 sur le premier. Oui, tu as raison. 297 contre Tennessee, c'est son plus gros. Et là, Josh Johnson, pardon, et je suis désolé, fait 317 yards ou quelque chose comme ça en 3 quarts temps et demi, 3 quarts temps. Donc, c'est un mauvais signe, encore une fois. On termine avec le Dolphins-Texans, 17-9 pour Miami. 3 interceptions et 5 sacs sur Tyrod Taylor. Les Texans n'ont pas vraiment existé dans ce match. Les Dolphins ont marqué leur point en première mi-temps pour gagner sans Tua Tagovailoa à forfait au dernier moment. La défense des Dolphins, c'est la seule chose à retenir de ce match, qui continue à montrer des signes de vie à nouveau. Oui, c'est à peu près le seul. Ah, mais on pourrait t'en laisser parler. C'est toi qui as résumé pour le site ce magnifique match, donc n'hésite pas à prendre plus la parole dessus. Hein. Pour être très franc, ce match-là, j'ai vu que les highlights, et pour te dire que les highlights étaient assez rapides. Donc, Alors, moi, je t'avoue que j'avais un œil aussi sur le Red Zone, tu vois. Et il y a un moment, je me suis dit, mais dis donc, ça ferait pas plus d'1 heure qu'on n'a pas vu le match Dolphins-Texans sur le Red Zone. Ah oui, c'est parce qu'il se passe rien et que c'est une purgeasse de l'enfer. Non, mais oui, alors attention, c'est un défi. Lucas a dit, j'ai toujours quelque chose à dire. Go. Eh bien, moi, j'ai noté 9 paires de balles des deux côtés, 10 punts, et je propose qu'on laisse désormais ces deux équipes à la team draft, et que c'est vrai que là, je me contredis, mais j'ai strictement rien à dire. Ouais, non, mais c'est vrai que tu l'as dit, quoi, 9 ballons perdus, 10 punts. Enfin,
À partir du moment où tu as dit ça, tu as tout dit, quoi. C'était infernal. Si tu n'es pas fan des deux équipes, et même si tu es fan d'une des deux équipes, d'ailleurs, c'est infernal. Surtout Donc, si tu es fan de ces deux ouais, équipes. je crois qu'il y a peu de choses qui justifient la souffrance de s'infliger un truc pareil. Donc, parce que, tu vois, souvent, je vois les gens sur Twitter qui regardent des matchs de foot, par exemple, de Ligue 1 et qui disent « Ouais, c'est nul, oh là là, le niveau ce soir est nul et tout. » Et je me dis « Mais pourquoi ils regardent ça s'ils trouvent que c'est nul tout le temps ?» Sauf que nous, quand c'est nul, ça dure 3 heures. Ouais, c'est vrai. Ça dure 3h30. L'avantage, c'est qu'on peut mettre le red zone. Si le match que tu suis est vraiment nul, tu as le red zone pour. C'est ça. Donc voilà, là, ouais, je me suis un peu lâché sur le résumé du match, en effet. C'était une inspiration du moment. Hein. Je ne le ferai pas toutes les semaines, mais ouais, je n'avais pas grand-chose à dire là-dessus, quoi. C'était assez pénible à suivre. L'avantage, c'est qu'on peut mettre le red zone. Ça, c'est parce que tu ne fais pas les Monday night ou les Sunday night football à 3h du matin qui parfois sont exécrables. Ouais. Et là, il n'y a pas de red zone, il n'y a que l'oreiller qui nous parle. Tu vas voir quand on va arriver au playoff à 14 équipes dans 3 ans, avec les matchs entre tête de série numéro 8 et 9, où il n'y aura pas d'alternative, ça va être folklore. Bref, voilà pour. Ce ne sera même pas mon flop, disons, que je suis en train de réaliser, parce qu'on passe au top et au flop. Les tops et les flops, Raphaël, à toi de donner ton top. Eh ben, écoute, mon top, on en a rapidement parlé, mais c'est Cordarrelle Patterson, dont on n'attendait plus grand-chose, si ce n'est il était efficace sur les retours de punt. Faut quand même lui reconnaître ça. C'était un special teamer assez intéressant. Mais là, 278 yards au sol, c'est déjà un record pour lui. 459 yards à la réception, il est plus qu'à 10 yards de son record personnel sur une saison. Donc autant dire que 10 yards avec 8 matchs encore à jouer, ou 9, a priori, ça va être explosé, mais littéralement. J'attends le jinx où il se fait les croisés sur le premier snap. 5 touchdowns, c'est aussi son record. Voilà, il est en train de... Alors, c'est pas le receveur numéro 1 attendu par les Vikings quand il a été drafté. Il n'en est pas à ce niveau-là, n'exagérons pas, mais clairement, il est en train d'être ultra utile pour Atlanta. Franchement, c'est même on peut le dire, hein, c'est en partie grâce à lui qu'ils ont autant de victoires cette saison. Là, la réception contre les Saints qu'il fait, elle est monstrueuse et c'est ce qui fait gagner son équipe derrière. Donc ouais, non, Cordarrelle Patterson, la surprise qu'on n'attendait plus et qu'on ne voyait pas venir, tout simplement. Je fais un nouveau teasing. On risque d'en parler dimanche dans le fauteuil de Cordarrelle Patterson, parce qu'on va parler des bonnes surprises du début de saison. Lucas, ton top. Moi, mon top, je me suis noté les défenses parce que cette semaine, j'ai trouvé qu'il y avait de très bonnes défenses et avec des matchs avec très peu de points marqués, mais pas seulement parce que les attaques étaient mauvaises, mais surtout parce que les défenses étaient très bonnes. On a parlé des Patriots. Voilà, je ne vais pas revenir sur toutes les défenses, mais les Patriots, les Titans, les Steelers. Mais j'ai pris du plaisir. On parle beaucoup d'attaques et d'explosivité et de jeux spectaculaires, mais ces jeux-là en défense sont aussi très sympas à regarder. Et cette semaine, je me suis régalé. Eh ben, je suis à peu près dans le même thème parce que moi, c'était Josh Allen, mon top. Donc, Josh Allen, le défenseur. Tu l'as rappelé, c'est un 7e choix de draft quand même. C'est un joueur dont on attendait énormément. Jacksonville, aujourd'hui, peut se satisfaire d'avoir 2 joueurs, Trevor Lawrence et Josh Allen. Maintenant, il n'y a plus qu'à construire autour de ça. Ça fait une très belle partie de Football Manager. Mais oui, non, c'est un super joueur. Il a fait un super match. Et évidemment, tout le monde s'est éclaté avec les jeux de mots sur Josh Allen qui sac Josh Allen qui intercepte Josh Allen qui... Enfin bref, c'était assez marrant. Raphaël, ton flop. Bah, mon flop, j'ai essayé de comment dire, de pas retaper sur les mêmes coachs que d'habitude, hein, parce que bon, ça commence à être un peu trop routinier. Du coup, je suis allé sur le t-shirt porté par certains joueurs des Vikings, libérés Odell Beckham. Alors, d'habitude, j'aime pas trop parler de ce que font les joueurs parce que ils font ce qu'ils veulent, ils ont le droit de. Mais là, j'ai trouvé ça un peu too much. Et d'ailleurs, on a souvent été ici des défenseurs que les joueurs pouvaient faire ce qu'ils voulaient, d'ailleurs, même la plupart ne devaient rien à leur franchise parce que les franchises n'hésitaient pas à les couper quand ils en avaient plus besoin. Mais là, j'ai trouvé ça un peu too much. Enfin, Odell Beckham, il n'était pas en prison quand même à Cleveland. D'ailleurs, Cleveland s'en sépare, a accepté de le couper. Tu vois, on savait en plus que Cleveland allait le couper, donc porter en plus un t-shirt libérez-le, j'ai trouvé ça vraiment, mais c'est le timing en plus qui est chelou parce qu'ils ont annoncé la much, coupe la veille, donc je comprends pas en fait en quoi il faut le libérer. Là. Ils ont annoncé qu'ils allaient le couper. Ouais, donc, j'ai trouvé ça un peu dépassé. Et comme en plus derrière les Vikings perdent, je me suis dit vraiment c'était vraiment pas le bon timing sur rien du tout. Quoi. Et puis alors, honnêtement, je crois que c'est une première de voir des joueurs qui s'expriment sur le sort d'un joueur d'une autre franchise. Ouais, c'est assez étrange. J'ai pas été très fan du truc. Donc, bon.
Non, mais ça, tu sais, c'est les millionnaires, hein, ils sont cheap. Ils ont fait faire un t-shirt à 15 balles. Il y a eu la nouvelle qui est tombée. Ils ont fait non, moi, je jette pas le t-shirt. Hein. Il est coupé, je m'en fous, je mets le t-shirt quand même. Ils avaient rien prévu d'autre, en fait. Ils auraient eu froid, surtout. Mais c'est ça. Enfin, je sais pas, ouais. Ils sont économes. Ils voulaient pas gâcher. Mais c'était assez étrange, ce truc, en effet. Lucas, ton flop. Mais moi, j'en ai parlé un petit peu. Pour moi, c'est Matt Rhule, pas forcément sur ce match, mais qui, dans la semaine, a dit je savais que Mac Jones allait être une solution d'avenir. Donc, je ne l'ai pas drafté. Donc, du coup, je ne l'ai pas drafté. J'ai décidé de partir avec Sam Darnold. Voilà. Ouais, donc, c'est vrai. pour moi, je ne tape pas sur le choix du cornerback, mais c'est vrai que Sam Darnold, encore une fois, je reste dans le thème. Hein. On n'est pas coach en NFL, mais il fallait nous demander. On savait que Sam Darnold, ça pouvait être ça. Quoi. Donc, bon, voilà. Je pense qu'on en a fini de voir Sam Darnold et malheureusement, Mac Jones, il n'est pas aux Panthers. Non, mais comme tu dis, hein, si on peut juste développer un tout petit peu dessus, désolé pour le chrono, mais ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que là, quand tu regardes un peu tous les gens qui se penchent sur les drafts à venir, tout le monde te dit que la classe de quarterback 2022 est pas très bonne. Tu as même déjà des gens en train de te dire, alors même si 2023 c'est encore plus loin, mais que 2023 c'est pareil, c'est du même niveau. Beaucoup disaient que la classe 2021 était remplie de joueurs intéressants et eux passent à côté pour prendre un cornerback tout aussi bon qu'il sera, n'est pas un quarterback. Tout ça pour prendre Sam Darnold, dont on sait qu'il était globalement cramé parce qu'il n'avait pas Enfin, c'est quand même ça. Il risque de s'en mordre les doigts. Enfin, clairement. C'est le même vice pour les deux d'ailleurs. Hein. Les Broncos, ils ont aussi pris un cornerback. C'est la même histoire. Ouais. Et pour le coup, les Broncos, leur choix, c'était avant que Justin Fields était dispo. Pour revenir à Justin Fields, dont on parlait tout à l'heure. Bah, pour les deux équipes, non? Justin Fields était dispo. Oui, c'est possible. Carolina, j'ai plus en mémoire combien. Ouais, il me semble que pour les deux. Ouais, hein. Donc, c'est quand même. Moi, du coup, pour terminer, mon flop, c'est aussi une histoire de quarterback. C'est les Saints et Taysom Hill. C'est juste pour marquer la fin de l'histoire parce que, du coup, non, mais tu vois, avec l'absence de. Parce que l'an dernier, Drew Brees se blesse. On dit, bon, bah, il pourrait mettre Jameis Winston, qui est un quarterback passeur. Non, finalement, on adapte toute l'attaque pour Taysom Hill. Et on gagne avec, et il faut gagner avec parce qu'on lui a donné un contrat, et apparemment, il y a une sorte de mission de Sean Payton qui doit le faire jouer. Là, Jameis Winston se blesse, on se dit, bon, bah, ils ont toujours ce Taysom Hill qu'ils ont payé, etc. Et en fait, il lui donne 2 passes, et on voit qu'ils n'y croient plus du tout, quoi. Donc, c'est la fin du chapitre, et d'un chapitre très, très bizarre. Je voulais juste marquer le coup parce que ça a quand même été une histoire assez bizarre, ce truc que Taysom Hill pourrait éventuellement être le quarterback du futur des Saints. Et puis, en fait, il s'est fait planter par Jameis Winston, dont on ne pensait même pas qu'il serait re-signé cette année. Et là, il se fait planter par Trevor Siemian, qui a débarqué. En plus, s'il était dans l'effectif, mais voilà. En plus, Trevor Siemian, il fait 3 cartons compliqués. On se dit que bon, bah, ça y est, ils vont mettre Taysom Hill. Et puis finalement, il revient bien avec ce dernier carton. Et du coup, en effet, Taysom Hill, il ne verra jamais le terrain. Voilà. Après, bon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. On va revenir sur le truc, on n'est pas coach ou quoi, mais à part Sean Payton, il y avait vraiment beaucoup de gens qui pensaient que Taysom Hill était un quarterback titulaire en NFL. Probablement sa famille. Oui, évidemment. Évidemment. C'est comme ça que se termine l'épisode 447 du podcast Touchdown Actu. L'émission vous est proposée par notre partenaire JD Sport. Avec les fêtes de Noël, vous pouvez profiter de la collection spéciale Noël de JD Sport pour trouver les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements, chaussures et accessoires. Et évidemment, vous retrouvez tout ce qui est maillot et casquette NFL chez JD Sport aussi. Les liens sont sur l'article du podcast. On remercie tout le monde de nous écouter, évidemment. Et on remercie ceux qui ne nous écoutent pas, mais ils ne nous entendent pas non plus. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Lil Molicou, Josh Allen MVP. On ne sait pas duquel Josh Allen il parle, du coup, mais je crois que c'est celui des Bills, évidemment. So Down 90, Fabrice, Renaud Mest, Valentin, Tomaso, Paul, David Larose, Quentin, Thomas et Setsuna. On vous remercie tous. On vous rappelle que les sous-verts du mois de novembre sont disponibles actuellement et tous les goodies habituels. Je tiens à préciser, les pins vont être remplacés. Ce n'est pas encore le cas, mais je vais le faire. Tiens, d'ailleurs, avant de mettre en ligne la truc, comme ça, ce sera fait. Les pins vont être remplacés par des badges. Voilà, je dis ça. Il n'y a plus de pins. On remplace par des badges. C'est plus moderne, il paraît. Va bientôt quand même falloir ajouter la contrepartie. On porte la poisse à votre ennemi, votre équipe rivale, quoi. C'est vrai. C'est vrai, ouais, parce qu'on rappelle que vraiment l'émission du jeudi, à chaque fois qu'on met quelqu'un en débat de la semaine, en général derrière, ça fait 1 ou 2 défaites minima. Donc, quoique Baltimore, ça a fait qu'une seule défaite parce qu'on croyait que ça allait faire 2 pendant le match. C'est pour ça qu'on en parlait. Mais ils ont fini par gagner quand même. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup, Raphaël. Je rappelle qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux @elvola pour Lucas,
@Raphaël_TDA pour Raphaël, @Alain pour moi-même. Le site, c'est @TDActu sur Twitter et Facebook, @TouchdownActu sur Instagram et évidemment tdactu.com pour aller directement sur le site. N'hésitez pas à y aller directement, à mettre ça dans vos favoris. Et puis comme ça, vous n'avez même plus à passer par les réseaux sociaux. Vous pouvez venir checker tous les matins. Merci beaucoup, messieurs. Je retrouverai, je crois que c'est Victor de jeudi pour la preview. C'est vrai que c'est férié en plus jeudi. Fauteuil dimanche, on a dit, on parlera des surprises du début de saison, des bonnes surprises du début de saison, pas les mauvaises. On a déjà fait les déceptions la semaine dernière. Petit générique, c'est parti avec Kickban. On les remercie encore. Et merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup, Raphaël. À très bientôt. Bonne semaine. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto. Les meilleures recettes en TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch. Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en requin.